Bienvenue dans Philtonique, le podcast de philosophie qui rafraîchit les idées. Salut Guimette. Salut Madénie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre format de discussion dans lequel on explore les aspects philosophiques d'œuvres qui nous ont marqués et qui peut-être vous ont marqué vous aussi de votre côté. Aujourd'hui Madénie, tu vas me parler d'un livre qui t'a particulièrement plu et qui a éveillé chez toi plusieurs questionnements. Il s'agit de l'essai littéraire Croire aux fauves de Nastasia Martin, qui est une anthropologue française spécialiste des populations du Grand Nord. Au cours de notre dernier épisode sur le sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, on a évoqué la question de la pluralité des mondes et du passage d'un monde à l'autre. Et aujourd'hui, avec ce livre, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, mais peut-être qu'on va retrouver cette idée de possibilité ou non de passage d'un monde à l'autre. Est-ce que tu peux tout simplement me dire comment tu as découvert ce livre ? Alors à vrai dire, ma lecture de Croire aux fauves, elle est assez récente. C'est aussi, en toute transparence, un cadeau de mon père, comme, Décidément. comme ça l'était pour toi, pour le sermon sur la chute de Rome. Je la connaissais principalement en fait avant cette lecture-là comme anthropologue justement par les deux travaux principaux par lesquels elle s'est fait connaître, donc Les âmes sauvages, qui est le livre qui est issu de sa thèse de doctorat qu'elle a réalisé à l'EHESS. Et plus récemment, il y a un autre ouvrage d'anthropologie qui s'intitulait À l'Est des rêves, réponse Even aux crises systémiques. Et donc c'est comme ça qu'initialement je la connais, mais c'est vrai que Croire aux fauves, ça m'a permis de la découvrir sous un autre angle, plus littéraire et plus personnel. C'est une écriture qui m'a aussi beaucoup plu. C'est un style à la fois très simple et en même temps très touchant et très profond. Nastasia Martin est donc d'abord chercheuse, mais ce livre Croire aux fauves est d'un genre différent. Qu'est-ce qui t'a marqué surtout dans la lecture de ce texte ? Alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est vraiment la dimension biographique de l'essai, le fait que ce soit très incarné comme écriture, puisqu'on est toujours à la lisière entre l'essai littéraire, le récit de terrain anthropologique et en même temps le témoignage intime, puisque l'événement fondateur qui est à l'origine de l'écriture de l'essai et qui constitue l'intrigue principale, c'est l'attaque d'un ours qu'elle a subi et qui se déroule le 25 août 2015 dans les montagnes du Kamchatka, à l'est de la Russie. Et donc à travers le caractère fragmentaire du récit qui se passe sur un an et qui est coupé par l'alternance des 4 saisons, on est plongé autant dans ses souvenirs de cette attaque de l'ours, précisément décrite telle qu'elle a ressentie au moment où ça s'est passé, et l'après, c'est-à-dire à la fois le récit de sa convalescence à l'hôpital et en même temps l'après dans le peuple autochtone qu'elle étudie et avec qui elle a vécu plusieurs années. Parce qu'elle retourne après sa convalescence au Kamtchatka, c'est ça ? Oui, elle est prise d'une sorte de volonté vraiment plus forte qu'elle de retourner auprès de cette population en sentant qu'elle a besoin d'en étudier plus et de comprendre mieux aussi cette cosmologie. Ce qui est intéressant en fait dans ce récit-là, c'est que l'événement de l'attaque de l'ours est raconté donc à travers le regard de Nastasia Martin, qui est anthropologue et qui est une chercheuse habituée à observer l'autre, à examiner différentes visions du monde ou différentes cosmologies. Là, par cette attaque de l'ours, en fait, elle devient elle-même le point de rencontre entre deux mondes ou deux cosmologies. D'accord, et du coup, quelles sont ces deux cosmologies dont tu parles ? Est-ce que tu peux les décrire ? Oui, bien sûr. Alors, pour resituer un peu le contexte académique duquel provient Nastasia Martin, en fait, il faut se rappeler qu'elle avait comme directeur de thèse Philippe Descola, qui est un anthropologue français connu pour avoir proposé une formalisation de 4 différentes manières d'être au monde, ou visions du monde, ce qu'il appelle lui des cosmologies, à partir en fait d'une typologie de 4 manières de relier humain et non humain. Enfin, pour resituer ces 4 cosmologies selon Philippe Descola, il y a le naturalisme, le totémisme, l'animisme et l'analogisme. Et en fait, Nastasia Martin, dans son travail, elle cherche à documenter cette tension entre la cosmologie dite naturaliste, qui est en fait marquée par un dualisme strict, donc une séparation stricte entre la nature d'un côté, qui englobe tout ce domaine du non-humain, et la culture de l'autre, qui renvoie au domaine dans lequel évoluent les hommes. D'un autre côté, l'ontologie animiste, qui est celle du peuple évène qu'elle étudie, est vraiment définie par le fait que les relations entre humains et non-humains sont beaucoup plus fluides
puisque dans l'animisme, dans cette cosmologie-là, les animaux sont considérés autant que les humains comme possédant une âme. Et donc on a vraiment une continuité de l'intériorité des êtres, là où dans le monde occidental, habituellement, on considère qu'il y a vraiment une rupture du point de vue de l'intériorité des êtres entre les humains qui possèdent la raison, les animaux et les non-humains qui n'en possèdent pas. Et donc, dans l'essai, pour en revenir à ce qu'elle décrit dans Croire aux fauves, elle expérimente presque littéralement de plein pied par l'attaque de l'ours ce passage entre l'ontologie à laquelle elle appartient en tant qu'anthropologue et la vision du monde animiste, qui est le régime de vérité du peuple Even. D'accord, mais donc c'est un parti pris qui semble très novateur, parce que si on considère peut-être un peu naïvement que la démarche de l'anthropologue consiste à observer l'autre humain ou les autres cultures humaines pour essayer de les décrire, de les objectiver scientifiquement. Ça semble un peu paradoxal, peut-être, pour une anthropologue de faire droit à une cosmologie animiste qui n'a pas cette frontière entre nature et culture, qui fonde aussi la science telle que nous la connaissons. Du coup, il y a quelque chose de différent chez Nastasia Martin de ce point de vue. Oui, tu as raison de pointer cette difficulté parce que c'est vrai que c'est à la fois paradoxal et en même temps, c'est une question centrale pour beaucoup d'anthropologues, même avant elle, qui se sont posé la question de la meilleure manière d'étudier des peuples qui font partie d'une autre cosmologie que la nôtre, puisque en fait, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on peut, en tant que chercheur, résister à la tentation de projeter nos propres catégories de pensée sur des collectifs pour lesquels ça fait pas sens du tout de penser une nature extérieure, par exemple, absolument à nous. Et donc, d'en croire aux fauves, la méthode qu'elle essaye de mettre au point, c'est d'essayer de travailler avec ces peuples-là plutôt que sur ce peuple Even, donc de ne pas se situer dans une position de surplomb par rapport à eux. Et dans son travail de restitution, elle essaye de vraiment dissocier qui relève de ces impressions les plus impulsives et les plus personnelles qui là participent forcément et nécessairement de l'ontologie naturaliste qu'il a formée et dans laquelle elle a été éduquée, et ce qui relève de son travail objectif d'anthropologue et qu'elle souhaite essayer de passer au crible de la critique, en fait, pour être sûre de ne pas plaquer des préjugés naturalistes sur la cosmologie animiste. Et pour cela, elle dit qu'elle a 2 carnets de terrain, l'un qui est diurne et dans lequel elle note ses observations de ce qu'elle a observé le jour. Elle dit donc: le carnet diurne et le carnet nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge, d'une idée de l'objectif et du subjectif que je sauve malgré moi. Ils sont respectivement l'intime et le dehors. L'écriture automatique, immédiate, pulsionnelle, sauvage, qui n'a vocation à rien d'autre que de révéler ce qui me traverse, un état de corps et d'esprit à un moment donné. Et celle, paradoxalement moins léchée mais plus contrôlée, qui sera par la suite travaillée pour devenir réflexive et qui finira dans les pages d'un livre. On voit qu'elle est vraiment travaillée par cette problématique-là méthodologique et qu'elle insiste beaucoup, d'un point de vue épistémologique, sur l'importance de la porosité entre et de faire des allers-retours entre ces méthodologies-là, à la fois de mettre du sien, donc ce qui relève d'une ontologie naturaliste, et en même temps d'essayer de contrer tous ces préjugés pour être la plus objective possible dans la restitution des données. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait lire les premiers mots de ce texte, c'est-à-dire son titre, Croire aux fauves, aussi comme une reconnaissance de finalement l'impossibilité pour elle d'avoir une méthodologie simplement naturaliste, puisque qui est adossée aux méthodologies de la science telle qu'on la connaît, et une reconnaissance aussi peut-être d'une forme d'adhésion à la cosmologie animiste. Alors c'est vrai qu'on pourrait le croire, et ce que tu dis, ça se confirme au cours même du récit, puisque une fois qu'elle a subi cette attaque de l'ours, elle est considérée par les membres du peuple Even comme Mietka, qui signifie dans leur langue moitié-moitié, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme mi-humaine, mi-ours, ce qui lui attribue, ce qui lui donne un statut social particulier, et ce qui fait qu'elle devient, notamment pour Ivan ou Daria potentiellement, des personnages qu'elle côtoie au cours du récit, elle devient intouchable, précisément parce qu'elle vit en un sens entre 2 mondes, entre le monde des humains et le monde ours ou animal, quoi.
Et on pourrait aussi le croire même quand elle raconte en fait sa convalescence à l'hôpital, puisque on a l'impression qu'elle a un attachement quasi, après cette rencontre-là, viscéral à l'ours. Elle en parle comme mon ours, elle le singularise vraiment, elle l'anthropomorphise au possible. Elle n'évoque jamais aucun ressentiment contre cet être animal qui a failli lui prendre la vie. Mais par contre, à plusieurs reprises, elle dit quand même qu'elle met beaucoup d'efforts en œuvre pour résister à la tentation d'être totalement absorbée dans cette ontologie animiste-là. Et que ce qui est important pour elle, c'est de parvenir à sortir de ce système de signification animiste et d'en revenir pour ne pas sombrer ni dans la mort, ni dans la folie. Et c'est toute la difficulté aussi, à mon sens, du travail d'une anthropologue et d'un travail sérieux d'anthropologie. Par contre, ce qu'on peut dire, en tout cas, si tu vois dans ma réponse qu'on ne peut pas vraiment trancher est-ce qu'elle est devenue ou pas animiste, c'est qu'il s'est quand même, selon elle, passé par cette attaque de l'ours quelque chose qui relève d'une expérience limite, à la fois d'une extrême violence et en même temps qui est racontée et qui a été vécue par Nastasia Martin comme une rencontre qui est avant tout passée par un échange de regards. Alors tu parles de regard, précisément le regard c'est un motif qui a été très thématisé en philosophie comme étant un élément saillant et révélateur du visage et qui peut être le lieu de la reconnaissance d'un alter ego ou en tout cas d'un autre qui est à l'origine d'une attitude morale ou d'un commandement moral. Alors il y a plusieurs philosophes qui ont étudié cette question, mais notamment celui chez qui cette question du visage et du regard posé sur le visage de l'autre a été amenée peut-être au plus haut de sa signification. C'est le philosophe Emmanuel Lévinas, donc, qui est un philosophe franco-lituanien du XXe siècle, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages d'éthique et de métaphysique, et un certain nombre de textes où il décrit le visage comme le lieu de la rencontre avec l'autre, avec l'altérité radicale, et aussi le fondement du commandement éthique fondamental de l'interdiction du meurtre. Avant de poser ma question, je lis simplement un extrait d'un des ouvrages d'Emmanuel Lévinas, Altérité et transcendance, pour illustrer un petit peu mieux ce point. Le visage est seigneurie et le sans défense même. Que dit le visage quand je l'aborde ? Ce visage est exposé à mon regard et désarmé. Quelle que soit la contenance qu'il se donne, que ce visage appartienne à un personnage important, étiqueté ou en apparence plus simple. Ce visage est le même, exposé dans sa nudité. Sous la contenance qu'il se donne, perce toute sa faiblesse et en même temps surgit sa mortalité. À tel point que je peux vouloir le liquider complètement. Pourquoi pas ? Cependant, c'est là que réside toute l'ambiguïté du visage et de la relation à l'autre. Ce visage de l'autre, sans recours, sans sécurité, exposé à mon regard dans sa faiblesse et sa mortalité, est aussi celui qui m'ordonne « tu ne tueras point ». Est-ce qu'on pourra dire que Nastasia Martin tire plus loin que Lévinas ne le fait lui-même cette idée que le visage, ou en tout cas le regard sur l'autre, peut être le fondement d'une reconnaissance réciproque, non seulement entre des êtres humains, mais aussi entre des êtres humains et des êtres non humains? Il y a clairement une extension de la poétique et de l'éthique du visage telle que la présente Emmanuel Lévinas, qui va au-delà de l'humain chez Nastasia Martin, parce que la rencontre a lieu entre un ours et un humain, une anthropologue. Et il y a en fait clairement aussi tout un vocabulaire qui est charrié par l'autrice, qui parle de manière récurrente du regard jaune de l'ours dans son regard bleu, de son visage qui craquelle sous l'effet de la mâchoire de l'ours. Donc il y a vraiment quelque chose qui a rapport avec cette scène de reconnaissance par une altérité radicale telle qu'on la trouve chez Lévinas. Par contre, là où, à mon sens, il y a une véritable distance qui s'instaure, c'est dans le fait que Nastasia Martin critique la tendance psychanalytique, mais donc aussi occidentale, d'une réappropriation simplement symbolique et purement égotique, on pourrait dire, ou égoïste, de la reconnaissance par l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'essai où en fait elle parle avec sa thérapeute, Liliane, donc pendant sa convalescence après l'attaque, et elle refuse justement la réappropriation de son expérience qui consisterait simplement dans le fait que pour elle, affronter un ours, c'était affronter telle peur ou aller à la rencontre de telle peur qui viendrait
purement et simplement de sa propre intériorité. Pour elle, il y a quelque chose de plus grand dans laquelle elle se trouve vraiment entremêlée avec l'ours et en amont même peut-être de la rencontre avec lui. Donc c'est une perspective vraiment moins égocentrée et anthropocentrée qu'elle défend par rapport à une lecture comme celle d'Emmanuel Lévinas. Je vais vous lire un tout petit extrait si ça te dit, Guillemette, Oui, je t'en prie, pour vas-y. illustrer ça. Donc je contextualise, c'est après sa discussion avec sa thérapeute Liliane. Et donc elle dit « Si l'ours est un reflet de moi-même, quelle expression symbolique de cette figure suis-je en train d'explorer le plus assidûment ? S'il n'y avait pas eu son regard jaune dans mon regard bleu, peut-être aurais-je pu me satisfaire de ses correspondances. Quoique je préférerais employer le terme résonance. Mais il y a eu nos corps entremêlés. Il y a eu cet incompréhensible nous, ce nous dont je sens confusément qu'il vient de loin, d'un avant, situé bien en deçà de nos existences limitées. » Ce qui est intéressant, c'est que donc non seulement Nastasia Martin va plus loin que Lévinas en associant effectivement l'animal à l'autre qu'on peut reconnaître dans une relation éthique, mais effectivement, comme tu dis, elle élargit aussi le cadre d'interprétation possible de ces rencontres-là, au-delà d'un simple rapport à l'autre qui en fait revient toujours à un rapport à soi. Donc finalement, du coup, ce texte de Lévinas que j'ai lu n'est sans doute pas entièrement superposable au vécu de Nastasia Martin. Donc dans Croire aux fauves, d'après ce que je comprends, donc il y a toute cette thématique du regard entre Nastasia Martin et l'ours, mais il y a aussi le regard posé sur ses proches, les médecins, etc., après son accident. Est-ce que c'est peut-être une autre piste d'interprétation de cette question-là qui peut être développée ? Oui, absolument. C'est sûr que si le regard fondateur, c'est vraiment celui de l'ours, il y a une pluralité de jeux de regard qui se déploient ensuite dans tout l'essai. Et le regard humain n'a pas du tout la même teneur en fait pour Nastasia Martin que ce que représentait pour elle le regard de l'ours. C'est un regard qui, beaucoup moins que de révéler une vérité sur ce qu'elle est ou alors sur ce qui la lie à l'ours. Au contraire, le regard humain, c'est vraiment un regard qui la réifie, en un sens qui la réduit à cette image, on va dire presque délabrée, dans laquelle elle se retrouve malgré elle après l'attaque de l'ours, puisqu'elle doit subir un nombre important d'opérations. C'est presque de l'acharnement, en un sens médical, à un certain sens. Et donc, elle subit, paradoxalement, peut-être plus que ce qu'elle a subi par l'attaque de l'ours, le regard des autres. Il y a à la fois le regard de pitié de certains médecins qui vont la voir, de ses proches aussi qui supportent mal cette vision-là, et en même temps qui a un regard extrêmement culpabilisant qui la ramène à une sorte de nature pulsionnelle de l'anthropologue qui pourrait pas se retenir de partir en quête d'aventure toujours plus extrême. Donc c'est vrai que le regard humain, en tout cas, il n'est pas du tout idéalisé autant que Emmanuel Lévinas, voilà, c'est ça. Et il est vraiment vécu comme une véritable violence qui est presque à certains moments insupportable pour elle. Elle dit par exemple, je cite, « J'avais une envie impérieuse de me cacher, de couvrir mon visage d'un voile pour me soustraire à leur regard », c'est-à-dire au regard des internes en médecine qui la regardent comme un cas à ausculter dans le détail. Et en fait, la rencontre avec l'ours, si je peux ajouter un élément, n'est pas aussi seulement un croisement de regards, comme la scène de la reconnaissance par l'altérité chez Emmanuel Lévinas, mais ce qui a lieu, c'est une véritable collision des corps qui sont irrémédiablement marqués par cette rencontre. Chez Lévinas, en un sens, le regard continue de maintenir une distance entre les êtres qui sont reconnus par cette vision réciproque. Il dit par exemple, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, dans la relation à l'autre, il n'y a pas de fusion et in fine pas de meurtre non plus. Au contraire, ici, les corps sont abîmés et eux-mêmes traversés en un sens par des frontières qui ont éclaté en eux. Et ils en gardent une marque indélébile, là où la trace chez Lévinas, puisque c'est un concept qui mobilise aussi, continue de relever purement de l'ordre symbolique. Ici, c'est pour le coup une trace bien réelle qui s'imprime sur son corps. Croire aux fauves, c'est un récit qui accorde aussi une place importante au rêve. Alors le rêve, c'est d'abord un objet d'étude pour Nastasia Martin, puisque par exemple dans son ouvrage À l'Est des rêves, c'est un élément, une expérience ou en quelque sorte une pratique culturelle qu'elle étudie chez les communautés ou les collectifs évènes
qui constitue son terrain. Mais on découvre dans Croire aux fauves aussi, il me semble que le rêve a une fonction pas seulement culturelle, mais quasiment vitale pour ces populations-là. Et qu'elles-mêmes, en fait, elles passent par le rêve pour raconter et donner à comprendre aussi cet événement de l'attaque de l'ours, mais aussi la façon dont elle le vit après. Oui, oui, absolument. Ici, le rêve comme objet d'étude et expérimenté à un double niveau en un sens, à la fois comme tu le disais, comme un élément vraiment constitutif et quotidien de la vie du peuple évène, et d'un autre côté comme un élément qui est au cœur de sa rencontre avec l'ours. Je vais m'expliquer, mais d'abord pour développer un tout petit peu sur le premier point, le fait que le rêve est vraiment crucial pour la réalité quotidienne et le vécu du peuple évène. Nastasia Martin, elle a documenté, écrit beaucoup sur le fait que le rêve, c'était un outil psychique qui réactualisait le temps du mythe de manière quotidienne dans les esprits de ces collectifs-là. Et pour le peuple évène, la mythologie, c'est un élément vraiment crucial qui leur donne en fait une histoire et un passé commun. Et c'est dans ce temps-là, aussi grâce aux rêves, qu'ils évoluent quotidiennement. Et par ailleurs, le rêve, ça devient, dans Croire aux fauves, le seul moyen possible qu'a Nastasia Martin de raconter à ses proches pourquoi elle est partie à la rencontre de l'ours. Pourquoi est-ce que ce soir-là, elle a quitté le camp et le village pour aller toute seule dans la forêt, ce qui est en fait extrêmement imprudent et ce qui normalement ne relève pas du comportement rationnel ou humain traditionnel attendu. Et en fait, une fois qu'elle est à l'hôpital, Daria, par exemple, elle lui demande pourquoi est-ce que t'es partie aussi haut toute seule. Et Nastasia Martin, elle répond à chaque fois, je cite, même réponse, intraduisible dans aucune langue. Je devais aller au-devant de mon rêve. Et donc il y a une sorte de rêve prémonitoire, en un sens qu'elle fait de manière assez récurrente, où elle rencontre et où il y a un ours et où il y a cette vraie collision avec lui qui s'opère. Et donc c'est aussi à ce niveau-là, en fait, entre réalité et rêve, que les frontières implosent dans l'attaque et la rencontre de l'ours. Pour finir, peut-être sur une dernière piste, en fait, le rêve dans le récit, ici, ça nous présente vraiment peut-être une autre manière de résister, en un sens, aux formes d'oppression qu'on trouve dans notre ontologie, notre cosmologie naturaliste, et de ménager en fait une place pour se rapporter de manière différente à l'altérité et au monde, malgré le fait qu'on évolue en permanence dans un régime de vérité qui nous dicte en fait une sorte de séparation stricte avec la nature. Le rêve, ça resterait cet espace dans lequel on est libre d'avoir les relations qu'on souhaite avec des humains ou des non-humains, et de lier autrement et de tisser autrement nos relations. J'aimerais pour finir lire encore un dernier passage que je trouve particulièrement beau et libérateur qui est à la fin de l'essai. Je pense à toutes ces histoires et à tous ces mythes que moi, comme tant d'autres anthropologues, avons soigneusement retranscrits dans nos monographies sur les peuples que nous avons d'étudier, à tous ces voyages d'un monde à l'autre qui attisent notre intérêt scientifique, à tous ces hommes un peu spéciaux, ces chamans que nous traquons comme les chasseurs pistent les animaux qui les fascinent. Je pense à tous ces êtres qui se sont enfoncés dans les zones sombres et inconnues de l'altérité et qui en sont revenus, métamorphosés, capables de faire face à ce qui vient de manière décalée. Ils font à présent avec ce qui leur a été confié, sous la mer, sous la terre, dans le ciel, sous le lac, dans le ventre, sous les dents. Donc sans vouloir surcommenter ce texte pour rien lui retrancher de sa beauté, je me contenterai de dire que je trouve que c'est une belle manière de faire droit à l'après des événements traumatisants dans nos trajectoires individuelles, et que, en un sens, ici, elle montre comment être résilient autrement. Peut-être qu'il y a aussi une manière plus universelle d'être résilient dans un temps où on est de plus en plus touché par des crises systémiques qui, par définition, sont globalisées. Merci beaucoup, Madeni, pour ce partage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Philtonique. On espère qu'il vous aura donné envie de lire ou de relire Croire aux fauves de Nastasia Martin. Merci Guillemette pour cet échange. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Vous écoutiez Philtonique. Pour continuer de rafraîchir vos idées, abonnez-vous, suivez-nous ou écrivez-nous.